Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais faire vraiment le dernier morceau de théorie de première année, c'est-à-dire le chapitre 10.2 qui s'intitule « Mouvement central et deuxième loi de Kepler » et qui commence à la page 58 de votre polycopier et qui finit, si je me rappelle bien, en haut de la page 60. Voilà, exactement. Donc, déjà, juste pour dire, on est plus ou moins dans les temps. Bon, évidemment, il va falloir reprendre ça, tout ce qu'on a fait pendant le confinement. Il va falloir reprendre ça l'année prochaine. Mais en réalité, il était prévu que j'aille jusqu'à cet endroit-là. Donc, bon, l'inconvénient, c'est qu'on n'a fait aucun TP. Donc, ça sera difficile à rattraper. Les TP les plus importants seront rattrapés l'année prochaine. Et puis, donc, on passera évidemment un moment, quelques semaines, à récapituler un peu tout ce qui a été vu pendant le confinement. Mais disons que voilà, on était censé s'arrêter ici. Alors, mouvement central et deuxième loi de Kepler. Dans mouvement central, il y a mouvement, vous savez ce que c'est. Il y a central qu'il va falloir définir. Et puis, deuxième loi de Kepler, je vais revenir dessus après. On a déjà vu ça en réalité dans un TP qu'on a fait en tout début de première année. Je dirais aux environs du mois de septembre, il me semble que c'était le deuxième TP qu'on a fait en réalité. Donc, je reviendrai dessus, je ferai le lien avec ce TP tout à l'heure, à la fin de cette vidéo. Alors, mouvement central, il y a donc dedans le mot central. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de mouvement central? Eh bien, d'abord, parce qu'on parle d'une force centrale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une force centrale? C'est une force qui est constamment dirigée vers le même point haut. Donc, qu'est-ce qu'on a comme exemple de cette force? Évidemment, là, on est en plein dans tout ce qui concerne la loi de la gravitation. Donc, si vous prenez une planète, par exemple, qui suit une trajectoire en forme d'ellipse autour du Soleil, admettons, il faut que je dessine le Soleil, attendez une petite seconde, qui est donc un des foyers d'après ce qu'on avait vu ici. Donc, admettons que ça, ce soit le Soleil, et puis donc vous avez la Terre, admettons, qui se trouve ici, ou qui se trouve ici. Eh bien, à chaque moment de sa trajectoire, elle subit une force qui est dirigée vers le Soleil, ici, donc qui est toujours dirigée vers le même point. C'est ce qu'on appelle la force de gravitation. Et ça, je peux faire pour n'importe quel point de la trajectoire. Donc, par exemple, la force de gravitation, elle est toujours dirigée vers un même point, qui est en réalité le centre du Soleil. Donc, c'est une force centrale, la force de gravitation, et qui, de surcroît, est une force attractive. Alors, elle peut aussi, de manière globale, pas dans le cas de la force de gravitation, mais une force centrale peut être aussi répulsive. Alors ça, ce sera un cas qu'on étudiera en deuxième ou troisième année en électromagnétisme. Si, par exemple, vous avez une particule dite chargée, comme par exemple un électron, ou un proton, peu importe, qui passe près d'un noyau, et bien dans ce cas-là, cet électron ou ce proton, une particule chargée, donc, va subir une force de la part du noyau, qu'on appelle la force de Coulomb, force qu'on étudiera donc l'année prochaine, qui peut être tantôt attractive, tantôt répulsive. Donc voilà pour quelques exemples. Mais évidemment, dans notre cas de figure ici, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr la force de gravitation qui est donc attractive et qui est une force centrale. Par exemple, pour une planète qui tourne autour du Soleil ou un satellite qui tourne autour de la Terre, comme la Lune, ou comme n'importe quel satellite de communication, de météo, peu importe, un satellite, disons, artificiel qui tourne autour de la Terre. Donc maintenant, voyons ce qui se passe. Donc là, je passe à la page suivante. Imaginons une situation, ici, où la seule force que subit un satellite de masse petit m est due à l'attraction d'un astre. Donc il s'agit évidemment de la force de gravitation. Et cette force de gravitation, comme on vient de le dire, c'est une force qui est centrale, donc dirigée vers un même point. Choisissons comme origine O le point vers lequel est toujours dirigée la force. Donc c'est le centre de l'astre attracteur, on va dire ça comme ça. Par exemple, l'astre attracteur est ici, donc on met le point O ici, et puis donc vous avez la particule ou le satellite de masse petit m, ici, qui se déplace le long de cette trajectoire, ici,
Et donc, à chaque instant, il subit une force qui est une force dirigée vers le point O. C'est donc ce qu'on appelle une force centrale. F ici ou F là. Alors maintenant, la suite. Donc, ce point peut être le centre de l'astre si ce dernier a une masse beaucoup plus grande que celle du satellite. C'est le cas pour le Soleil et une planète, par exemple. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Si maintenant on s'intéresse à la position du satellite. Donc, la position, je pense que si je fais du jaune, on va bien voir. La position, donc, étant donné qu'on a choisi l'origine comme étant le centre de l'astre attracteur, la position du satellite par rapport à cet astre attracteur, c'est le vecteur jaune que je dessine maintenant, qu'on appelle R en fait. Donc, si je le dessine pour le deuxième point qu'on a ici, c'est ce vecteur-là. Voilà. Alors, vous pouvez constater sur ce schéma que F et R sont parallèles, en fait. F est parallèle à R. On appelle ça aussi collinaire. C'est-à-dire que soit ils sont dans la même direction et dans le même sens, soit ils sont dans la même direction et dans le sens opposé. De toute façon, ils sont dans la même direction. C'est ça qui est important. Alors du coup, si on cherche à calculer le moment de cette force par rapport au point O, eh bien, qu'est-ce qu'on obtient? Le moment de la force, par définition, c'est R. Je vais juste changer la couleur du moment. Je vais mettre un truc un petit peu différent. Mettons une couleur verte. Voilà. Le moment de la force, par définition, c'est R cross F. Mais si vous avez une force qui est centrale et que donc vous avez F qui est parallèle à R, même direction, collinaire, dans ce cas-là, le produit vectoriel va vous donner une valeur nulle en réalité ici. Ça donne 0. Quand R et F sont parallèles, eh bien, le produit vectoriel est nul. On peut s'en convaincre grâce à la formule qui permet de calculer la norme du produit vectoriel, R fois F fois le sinus de l'angle qui est entre les deux. Donc, il y a deux cas de figure. Soit R et F ont le même sens, ce qui n'est pas notre cas ici. Donc, dans ce cas-là, vous avez gamma égale 0. Et donc, du coup, sinus de gamma égale 0. Donc, du coup, le moment égale 0. Ou alors, ils sont dans le sens opposé, comme c'est le cas ici. R et F, R en jaune et F en rouge, sont dans le sens opposé. Dans ce cas-là, vous avez gamma égale 180 degrés. Et le sinus de 180 degrés, eh bien, ça fait aussi 0. Donc, quoi qu'il arrive, on a un moment de force qui est 0, qui est nul, si la force est centrale. Donc, dans notre cas de figure ici, c'est le cas. Alors, qu'est-ce que ça implique, ça? Eh bien, dans le chapitre 10.1, qui est juste à la page en dessus, on a développé un théorème, démontré un théorème qui s'appelle le théorème du moment cinétique et qui dit que la variation du moment cinétique par rapport au temps est égale au moment de force. Donc, si maintenant on a un moment de force qui est nul, parce que la force est centrale, eh bien ça implique que la variation du moment cinétique par rapport au temps est nulle. Donc, je réécris théorème du moment cinétique, je l'appelle L, comme ça, c'est M égale variation du moment cinétique par rapport au temps. Donc maintenant, nous, on a vu que pour une force centrale, M égale 0. Donc, si M égale 0, alors, d'après ce théorème du moment cinétique, eh bien, delta L sur delta T est égal à 0. Donc, ça veut dire que la variation du moment cinétique par rapport au temps est nulle. Donc, s'il n'y a pas de variation du moment cinétique, ça veut dire que le moment cinétique est constant. Et ça, c'est une conclusion très importante. Le fait que s'il n'y a qu'une force centrale qui agit sur un objet, donc par exemple, la Terre qui tourne autour du Soleil, elle ne subit qu'une force qui est la force de gravitation, et c'est une force centrale. Donc, du coup, le moment cinétique de la Terre autour du Soleil, eh bien, c'est une constante. Et c'est une constante non seulement en valeur, mais c'est le vecteur moment cinétique qui est constant. Donc, ça veut dire qu'il a la même intensité, même norme, si vous préférez, même intensité, donc j'écris même norme. En plus de ça, il a la même direction, puisque c'est un vecteur qui reste constant, même direction, et il a en plus de ça le même sens.
Alors, à ce stade, bon, j'imagine, j'espère que vous avez compris cette histoire-là. Mais maintenant, quelles sont les implications de ça? Quelles sont les... Qu'est-ce que ça implique, en fait, hein? Alors, si on a donc un mouvement central, avec une force centrale, donc, et que le moment cinétique, par le théorème du moment cinétique, est donc une valeur, un vecteur constant. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Et interprétons ce résultat. C'est ce qui a été fait, c'est ce qui est fait en dessous ici. Alors, dans un premier temps, on a vu que ça, je peux vous le remontrer, c'est à la page, je ne sais plus où c'est, voilà, ici. Hein, la définition du moment cinétique, c'est L égale R cross P. D'accord? Alors, si L égale R cross P, qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà, il faut que je descende un petit peu. Voilà, comme ceci. Donc, j'écris par définition L égale R cross P. Et P, c'est égal à M fois V. Ça, on a vu il y a longtemps, quantité de mouvement, c'est M fois V. Donc, ça veut dire que L est égal à R cross MV. M, ce n'est pas un vecteur, c'est un scalaire. Donc, on peut le mettre devant. Ça, on a tout à fait le droit de faire ça. Donc, ça voudra dire que L est égal à M fois R cross V. Alors maintenant, je vous rappelle que le produit vectoriel, si vous avez R cross V, par exemple, eh bien, ça veut dire quoi? Le résultat du produit vectoriel, c'est-à-dire L, il sera perpendiculaire à R et aussi perpendiculaire à V. Donc maintenant, je vais le réécrire ici. Hein. L est perpendiculaire à R et L est aussi perpendiculaire à V. Il y a les deux. Donc maintenant, si votre L ne change pas, parce que c'est un vecteur constant, eh bien ça veut dire que, et puis que donc ce vecteur constant, il est toujours perpendiculaire et toujours perpendiculaire à V, eh bien ça implique que, c'est ce qui est marqué ici, que les deux vecteurs R et MV, hein, ou V tout court, appartiennent constamment à un plan qui sera perpendiculaire à cette direction. Donc, finalement, la grande conclusion de tout ça, que je vais souligner en rouge, ça veut dire que la trajectoire du mobile, hein, de l'objet qui bouge, donc du satellite de masse petit m, est contenue dans un plan. Donc, c'est une trajectoire plane. Et ça, c'est une conclusion très importante. Et donc, comme vous le savez probablement, la Terre qui tourne autour du Soleil, elle ne tourne pas n'importe comment. Elle tourne selon un plan. Hein, on avait étudié ça quand je vous ai présenté le cours j'avais appelé ça panorama de l'univers. Hein, on allait voir ce qui se passait dans la matière, dans l'infiniment petit, à l'échelle des atomes, et on était même allé jusqu'au quark. Et puis après, j'avais fait le contraire, hein, dans l'infiniment grand. Et quand je vous avais parlé du système solaire, je vous avais dit que les planètes tournaient sur un plan qu'on appelle l'écliptique. Donc, justement, la Terre, elle tourne sur un plan, hein, en adoptant une trajectoire qui est une ellipse, en fait, et qui est donc contenu dans un plan. Et donc, ce plan, il est perpendiculaire au moment cinétique de la Terre, à cause, justement, de ce que je viens de dire ici, c'est-à-dire, encore une fois, que comme la force est centrale, la force de gravitation est une force centrale, le moment de cette force est nul. Donc, d'après le théorème du moment cinétique, le moment cinétique est constant. Et comme le moment cinétique est toujours perpendiculaire à R et perpendiculaire à V, eh bien, du coup, ces deux vecteurs R et V sont toujours dans le même plan. Et donc, du coup, la trajectoire est plane, hein, contenue dans un même plan. Donc là, déjà, assez grosse, conclusion, hein, c'est importante, je dirais, du fait que le moment cinétique a toujours la même direction. Et voilà, ça c'est même sens aussi, hein, en l'occurrence, mais en plus, ça découle du fait qu'il a toujours la même direction.
Alors maintenant, le fait qu'il ait toujours la même intensité, la même norme, eh bien, ça implique quelque chose d'autre qu'on a déjà vu en réalité. Hein, donc, on va retomber sur nos pattes par rapport à ce qu'on a vu dans le passé. Alors, l'autre conclusion, elle vient de la définition du moment cinétique. Encore une fois, le moment cinétique, c'est R cross P avec P qui est égal à M fois V. Donc, c'est égal à R cross MV. Mais en fait, la vitesse V, on peut l'écrire comme étant la variation de position delta R sur delta T. Quand un objet bouge, il change sa position. Il a une position, par exemple, R1 au début et puis R2 à la fin. Donc, en fait, sa position varie. Donc, on écrit que delta R est égal à R2 moins R1. Cette variation de position, c'est ce qu'il y a ici. Et donc, la vitesse, par définition, c'est la variation de position divisée par le temps qu'il faut pour varier cette position. Donc, quand vous remplacez cette formule-là là-dedans, par substitution, eh bien, vous trouvez cette expression-là. Donc, le moment cinétique L est égal à R cross M fois delta R sur delta T. Donc là-dedans, le delta T, c'est un intervalle de temps petit qui correspond au temps pendant lequel delta R varie. Alors maintenant, vous avez ici, sur cette figure, au bas de la page 59, vous avez 2-3 petites choses que je vais vous montrer en agrandi, puisque j'avais préparé la chose ici. Voilà, non, c'est pas ça, c'est celui-là. Voilà. Donc, je vais juste réécrire la formule qu'on vient de noter, qui est donc cette formule-là, L égale R cross M, et à la place de V, j'écris delta R sur delta T. Alors, avant d'aller plus loin, je vous fais remarquer que M et delta T ne sont pas des vecteurs, c'est ce qu'on appelle des scalaires, donc on peut les sortir, les déplacer en fait dans cette histoire, et on peut écrire que ça c'est égal à M sur delta T, et donc multiplié par quoi? Par le vecteur R qu'il y a ici, donc R cross le delta R qu'il y a ici. Ça c'est juste une autre façon d'écrire le moment cinétique. Alors maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir le contenu de cette parenthèse, c'est-à-dire R cross delta R. Donc, vous avez ici, sur la figure, là, vous avez le point O, le fameux point O, et puis vous avez donc le satellite qui se trouve à cet endroit, à une position donc R, que je vais dessiner en vert, ici, à un certain instant, et puis un petit moment plus tard, delta R plus tard, eh bien, il se trouve à cette nouvelle position que je vais dessiner en bleu. Voilà, à cette nouvelle position-là. Donc ça, c'est ce que j'ai dessiné en bleu, c'est en quelque sorte le R', en fait. Et donc, ce qu'on peut voir apparaître ici, c'est le delta R. Le delta R, c'est la différence entre la position R', donc à la fin, après s'être déplacé, c'est R', moins la position du début qui est le vecteur vert, moins R. Voilà où on en est. Donc maintenant, si je calcule le produit vectoriel R cross delta R, eh bien, on avait vu dans la définition du produit vectoriel que la norme du produit vectoriel représente en réalité le parallélogramme qui est construit par les deux vecteurs. Donc en fait ici, ça représente un parallélogramme qui est construit, alors on va tâcher de faire ça proprement, ça m'a l'air pas trop mal. Le petit morceau jaune là, que je viens de dessiner, c'est une copie de delta R par translation. Et puis maintenant, je vais aussi faire une copie par translation du vecteur R qui est en vert ici. Voilà. Donc ce vecteur, ce morceau vert ici, c'est une copie par translation de ça. Donc, vous voyez ici, que je peux dessiner en mettant bleu clair, voilà, tout ça, c'est
un parallélogramme qui est formé par les vecteurs R et delta R. Donc, on peut calculer l'aire du parallélogramme par... non, il n'y a qu'un L, je crois. Il y en a deux. Parallélogramme, voilà. Cette R, par définition, c'est la norme du produit vectoriel des deux vecteurs qui fabriquent, qui construisent ce parallélogramme. Donc, en fait, maintenant, donc, si maintenant on prend la norme de tout ça, ben, qu'est-ce qu'on a? On a la norme de L, qui est égale à la norme de M sur delta T, donc ça, comme ce sont des nombres positifs, on peut les garder tels quels, fois la norme de R cross delta R. J'ai juste pris la norme ici, j'ai fait ça ici, puis de là à là, voilà. Hein. Et puis, maintenant, bah, cette norme, c'est l'aire du parallélogramme. Donc, c'est égal finalement à M sur delta T fois l'aire du parallélogramme. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer de tout ça? Eh bien, ce qu'on va pouvoir en tirer, c'est que là-dedans, maintenant j'espère que vous avez compris ce que je suis en train de vous dire, maintenant, ce qu'on va évaluer, c'est l'aire qui est parcourue par le satellite. Donc le satellite, lui, je vous le redis encore une fois, il se trouve à cette position R au début, que je dessine en vert ici, et puis il se déplace d'un petit vecteur delta R. Alors, ce que j'aurais pu préciser aussi, que je n'ai pas dit, c'est qu'effectivement, la trajectoire, c'est une trajectoire ellipse. Hein, c'est une ellipse, en fait. Donc, c'est une courbe, en réalité. Donc, vous pourriez vous poser légitimement la question, pourquoi est-ce que le delta R, c'est un vecteur? Eh bien, c'est un vecteur parce qu'on considère que delta T est très petit dans notre histoire, donc que le delta R est aussi très petit. Et comme il est très petit, eh bien, on peut faire l'approximation que delta R sur un morceau de courbe, eh bien, c'est la même chose que delta R sur un segment. C'est un peu cette approximation qu'on fait. Plus on choisit delta T petit, plus le delta R sera petit et plus cette approximation sera correcte. Donc, c'est tout à fait correct de raisonner de cette manière. Alors maintenant, ce que je voulais faire, c'était vous montrer que ce satellite, hein, qui se trouve donc à deux positions successivement dans le temps, eh bien, il balaye une certaine aire que je vais vous dessiner ici. Il est au début ici, et puis donc, il balaye cette aire. Hein, vous voyez, il fait ce mouvement-là. Et donc, il balaye l'aire du triangle, là, en fait, hein, que je dessine en rouge, là, comme ça. Il balaye cette surface-là. Alors, cette surface, c'est ce qu'on appelle l'aire balayée, tout en rouge, là. C'est le delta A qu'il y a sur le schéma. C'est l'aire qui est balayée par le satellite. Et en fait, ce delta A, bah, c'est quoi? C'est la moitié de l'aire du parallélogramme. Parallélogramme, j'aurais pu mettre AP pour faire plus simple, c'est la moitié de l'aire du parallélogramme. Donc, finalement, l'aire du parallélogramme, c'est 2 fois cette aire balayée. Donc, l'aire du parallélogramme qu'il y a ici, c'est égal à celle-ci, elle est égale à 2 fois delta A. Alors là, il faut que je fasse un petit peu de place pour écrire les choses. Je vais faire ça ici, j'efface tout ça et je vais terminer l'histoire. Donc, reprenons. Vous avez, je vais tout écrire en rouge, delta L, la norme de L, excusez-moi, la norme de L, qui est une constante, n'oublions pas, hein, c'est une constante. Elle est égale, alors je vous passe cette étape, à M sur delta T, M sur delta T. Et puis maintenant, au lieu de mettre l'aire du parallélogramme, qui est ce que ça vaut en réalité, bah, l'aire du parallélogramme, c'est 2 fois l'aire balayée. Donc, on met fois 2 delta A. Alors, ça, on peut le réaménager parce que vous avez l'aire qui est balayée, elle est balayée pendant un certain intervalle de temps qui est justement cet intervalle de temps delta T. Donc maintenant, je réécris une ultime fois cette histoire sous la forme de L est égal à
m fois 2, donc ça fera 2m. Et puis là, je fais fois delta A sur delta T. Et là, on a un joli petit résultat qui est donc dans votre cours, en haut de la page 60. Alors, je reprends la page 60, j'efface tout ça, voilà. Donc, tout ce que je viens de vous expliquer, c'est contenu grosso modo entre là et là. Et puis, mais il y a peut-être un petit peu moins de calculs, hein, mais je les ai faits pour vous, donc maintenant je pense que c'est bon, vous pouvez les refaire. Et donc on obtient ce fameux résultat. Bon, alors là, comme d'habitude, hein, en physique, nous on avait écrit norme de L égale 2m fois delta A sur delta T. Je vous rappelle que ça, c'est l'écriture mathématique pour la norme, mais en physique, on choisit d'enlever tout simplement le vecteur. Donc, c'est exactement la même chose. Écrire L égale ceci, c'est exactement la même chose. Nous, c'est notre façon de faire en physique, c'est quand on parle de la norme d'un vecteur, plutôt que de rajouter les deux barres sur le côté, on enlève la flèche et puis on se comprend. Alors, donc on a ce résultat. Ce qu'on a ici, ce delta A sur delta T, c'est ce qu'on appelle la vitesse. Là, il y a une petite faute d'orthographe, hein, c'est nomme avec deux M, hein, bien sûr, du verbe nommer. Hein, hein, c'est marqué ici. Donc, la grandeur delta A sur delta T représente l'air balayé par R, donc par le satellite, par unité de temps. On la nomme vitesse aréolaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, vitesse aréolaire? Ça veut dire la quantité d'air, mais d'air pas qu'on respire, hein, de surface, qui est balayée par, ou l'augmentation de surface, hein, la variation de surface par unité de temps. On va dire ça comme ça. Donc, aréolaire, c'est l'adjectif qui est lié au mot air, hein, en fait, hein, surface. Hein. Ça, c'est ça comme ça. Alors, dans un mouvement central, le moment cinétique est constant. On a vu, hein, le L est constant, même. Donc, s'il est constant du point de vue vectoriel, évidemment, la norme aussi, elle, est constante. Donc, la norme étant égale à 2m fois delta sur delta t, ça implique quoi? Un satellite, il a une certaine masse m. Donc, la masse, elle ne va pas changer. Sinon, c'est le satellite qui change. Mais ça veut dire surtout que delta sur delta t est constante. Donc, ça veut dire que la vitesse aréolaire est constante. En d'autres termes, la vitesse aréolaire est constante. Ce résultat est équivalent à la deuxième loi de Kepler. Alors là, on ne voit plus rien parce que j'écris mal. Hein, ici, donc on est là, ça commence là. Ce résultat est équivalent à la deuxième loi de Kepler, selon laquelle le segment qui joint le Soleil à une planète balaie des aires égales en des temps égaux. Ça doit vous parler. Parce qu'on a fait cette expérience sur la base d'une simulation informatique. Il est écrit ici, voir plus loin dans le cours pour une discussion des lois de Kepler. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on fera peut-être l'année prochaine. Mais disons que ce que ça veut dire, c'est que le satellite en question, donc par exemple la Terre qui tourne autour du Soleil, eh bien, elle balaye des aires égales en des temps égaux. Alors, pour vous rafraîchir la mémoire, ça, c'est la deuxième loi de Kepler. LDK, loi de Kepler. Alors, nous, on avait vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc un TP, on avait fait un TP au mois de septembre. La notice, elle avait cette allure-là. Et dans la notice, ici, il y avait la deuxième loi de Kepler, ici. La vitesse des planètes sur leur orbite varie de façon à balayer des aires égales dans des temps égaux. Donc ça a été énoncé par Kepler. Et moi, je vous avais demandé, hein, c'était la deuxième partie de l'exercice, la question B, hein, ici. Je vous avais demandé de vérifier la deuxième loi en mesurant des aires balayées pendant des temps égaux directement sur la feuille. Alors, de quelle feuille s'agit-il? Je vous avais donné une feuille qui avait à peu près cette allure-là. Attendez, je vais mettre en mode une page. Voilà. Alors, je vous rappelle un petit peu le principe. Vous aviez, donc ça c'est le produit d'une simulation, hein, d'un satellite qui tourne autour de la Terre. Donc la Terre, elle est au foyer. On peut remplacer le foyer par le Soleil, par exemple.
Et puis le satellite, à l'instant 0, il est ici. Et maintenant, par une simulation basée sur les lois de la gravitation, on regarde la position du satellite à intervalles de temps réguliers. En l'occurrence, ici, pour le satellite numéro 1, donc chaque groupe avait un satellite différent, eh bien, le temps, c'est toutes les 11,1 minutes. Donc, ça veut dire qu'il met 11,1 minutes pour arriver ici. Et puis après, de nouveau, 11,1 minutes pour arriver ici. Et puis ensuite ici, 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 etc., etc. Donc, chaque point de cette trajectoire, qui est une ellipse, est un point qui est obtenu 11,1 minutes plus tard que le point précédent. Et puis donc, moi, ce que je vous avais demandé de faire, c'était de vérifier justement la deuxième loi de Kepler qui disait que l'air balayé, eh bien, par unité de temps, était égal en fait. Alors, ça veut dire quoi? Ben, regardez, ça veut dire que par exemple, si vous prenez cette position-là et cette position-là, donc vous avez deux positions, par exemple ici c'est la position 1 et 2, l'air balayé pendant l'intervalle de temps delta t, c'est toute cette surface-là. Si maintenant vous prenez une autre position, peu importe, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, ça c'est le point numéro 7, ça c'est le point numéro 8. Si maintenant vous regardez l'air qui est balayé en passant du point numéro 7 au point numéro 8, eh bien vous aviez, c'est pas tout à fait un triangle, c'est plutôt comme une part de gâteau. Eh bien, ce qu'il fallait voir, c'est que, et c'est ça que vous aviez déterminé, que l'air balayé entre le point 1 et 2, je vous avais demandé de vérifier qu'elle était égale, par exemple, à l'air balayé entre le point 7 et 8. Et puis après, je vous avais même dit, vous prenez encore une autre fois, je vous avais demandé de le faire au moins 3 fois. Donc, par exemple, si vous avez le 8, vous avez encore le 9, le 10, voilà, le point numéro 10 et le point numéro 11, eh bien, on peut faire le même boulot ici. Et vous aviez pu le vérifier. En fait, la technique, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était de décomposer ces espèces de parts de gâteau en une somme de triangles. Et puis après, vous aviez mesuré à la règle, directement sur la feuille, l'aire de ces petits triangles. Le but était donc d'approximer au mieux l'aire réelle par une somme de triangles. Et à la fin, il fallait démontrer que, et ça vous aviez pu le faire aux incertitudes près, que l'aire balayée entre le point 1 et le 2 était la même que l'aire balayée entre le point, par exemple, 7 et 8, et que était la même que l'aire balayée entre le point 10 et 11. Et comme ces points étaient tous balayés pendant le même intervalle de temps, vous vérifiez, en fait, à l'époque, que l'aire balayée était constante, en fait, par unité de temps, c'est-à-dire la deuxième loi de Kepler. Eh bien, cette deuxième loi de Kepler, elle découle en réalité de ce qu'on a vu aujourd'hui, à savoir que lorsqu'on a une force de gravitation qui est une force centrale, le moment d'une force centrale est égal à 0. Donc, d'après le théorème du moment cinétique, la variation du moment cinétique est égale à 0. Et donc, ça implique que le moment cinétique, elle, est constant. Donc, comme il est constant, première conclusion, la trajectoire est dans un plan. Deuxième conclusion, l'air balayé par unité de temps est constante. Deuxième loi de Kepler, ce sont en fait quelque part la moitié de la première loi de Kepler et la deuxième. La moitié, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était que je peux vous le remontrer ici, c'était que on le voit encore, là, voilà. La moitié, je dis bien, c'est ici, les orbites des planètes sont des ellipses dont le Soleil occupe l'un des foyers. Donc, nous, ce qu'on a pu démontrer par ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est que la trajectoire du satellite était dans un plan, il avait une trajectoire plane en fait, et donc si ce sont des ellipses, c'est plane. Donc on n'a pas démontré par ça que c'est une ellipse, mais quand même que c'est dans un plan, ce qui est une première étape. Et puis surtout la deuxième loi de Kepler. Voilà pour ce chapitre 10.2. Qui est donc le dernier chapitre théorique que je voulais voir avec vous cette année. Et donc, pour illustrer ce qui a été fait dans ce chapitre 10.2, il y a un exercice qui sera aussi le dernier exercice de l'année, qui est l'exercice 10.9.